Faut-il responsabiliser les patients qui n'honorent pas les rendez-vous qu'ils ont pris auprès de leur médecin? C'est l'une des idées annoncées par le président de la République hier lors de ses vœux au personnel soignant. Comment remettre sur pied notre système de santé? On en parle avec nos deux invités. Jean-Carl Grelier, bonjour à vous. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes député Renaissance de la Sarthe, membre de la commission des affaires sociales. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec le docteur Gabriel Gallet-Voisin. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio également. Vous êtes médecin généraliste dans le Loir-et-Cher et porte-parole du collectif Médecins pour demain. Alors des vœux du président qui étaient assez attendus. On s'attendait à une foule d'annonces. Il y a eu un discours d'à peu près 1 heure. Des annonces qui ne sont pas toutes encore tangibles. Malgré tout, tiens, revenons déjà sur ce premier aspect. On fera le tour de tous les autres qui ont été évoqués. L'idée de faire payer les Français qui prennent un rendez-vous chez vous, par exemple, dans votre cabinet, mais qui finalement ne viennent pas et vous font perdre du temps. Est-ce que c'est une bonne idée ? Alors ça, c'était une idée qui est clairement défendue par le collectif. C'était dans les propositions qu'on avait mises sur la table mi-décembre et c'est quelque chose qui est demandé depuis très longtemps par les médecins. Il faut savoir quand même que les rendez-vous non honorés en France, c'est l'équivalent de 4000 médecins à temps plein. Donc c'était une évidence qu'il fallait s'attaquer à ce point-là. Après, il ne dit pas encore de quelle manière il va le faire. Est-ce que finalement on va indemniser le médecin qui avait son créneau de bloqué ou pas? Est-ce que c'est juste ponctionner l'équivalent pour la caisse? On n'en sait rien. Donc après, l'idée de base est bonne. Ça, nous, on le demande. Mais il faudra aussi que le médecin qui a, on va dire, perdu du temps, qui a bloqué un créneau pour voir un patient qui n'est pas venu, il faudra aussi le rémunérer. Ça me paraît évident. Alors, il y a beaucoup d'annonces, notamment, et une philosophie annoncée par le président de la République, dégager du temps de médecin, c'est comme ça qu'il dit, et recruter notamment des assistants médicaux, maintenir aussi des infirmiers à l'hôpital. Concrètement, les assistants médicaux, qu'est-ce qu'on leur demandera de faire, Jean-Carl Grelier ? Vous avez souligné à juste titre, et le médecin l'a confirmé à l'instant, l'une des problématiques à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est le nombre de médecins sur les territoires et donc le temps médical qui est devenu un temps extrêmement précieux. Donc tout ce qui peut permettre aux médecins de gagner du temps pour avoir plus de temps médical à consacrer à leurs patients va dans la bonne direction. Donc sanctionner un patient qui ne se présente pas à un rendez-vous, c'est faire gagner du temps médical aux médecins. Une fois encore, ce temps est précieux. Et mettre à disposition de médecins des assistants médicaux qui vont permettre que, en amont de la consultation, une partie du temps qui est aujourd'hui consacré par le médecin puisse être consacré par quelqu'un d'autre et que le médecin se concentre sur son temps de consultation, c'est à n'en pas douter aussi un plus considérable. Alors, le président de la République a eu raison de faire de grandes annonces, c'est son rôle. Je trouve même que c'est plutôt intéressant que ce soit le président de la République qui se saisisse lui-même de ces questions de santé. Il y a longtemps, moi, que je pense que la santé est sans doute la première des politiques publiques. Elle est la seule qu'intéresse à part égale tous les Français de la néonatalité à la fin de vie. Et c'est bien que ce soit le président de la République qui s'en saisisse personnellement. Ça n'a pas été si fréquent toutes ces dernières années. Et donc, le président a fixé un cap. Il va appartenir maintenant au service du ministre de la Santé, d'organiser tout ça, de rendre tout ça pratique. Je suis conscient, les assistants médicaux, c'est une très bonne idée. Ça pose évidemment parfois des problèmes financiers à certains médecins, même si les aides à hauteur de 36 000 € la première année sont assez substantielles. Il faut aussi avoir un cabinet médical qui ait la place pour accueillir un assistant médical, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les médecins, notamment de tous les médecins libéraux, mais sur le fond, l'idée qui consiste à dire le médecin doit d'abord faire de la médecine et tout ce qui est périphérique à son exercice médical peut être confié à quelqu'un d'autre est évidemment une idée qui va dans la bonne direction. Alors, on va parler justement de la philosophie de ce plan et du fait qu'on est en train de gérer aussi la pénurie de médecins. Emmanuel Macron l'a rappelé lui-même. De toute façon, il faudrait 10 ans pour former les médecins qu'on commencerait à recruter aujourd'hui. Donc du coup, en attendant, il faut faire gagner du temps aux médecins pour qu'ils puissent soigner davantage, à défaut d'être davantage nombreux. Revenons, docteur Gabriel Gallet-Voisin, sur ces assistants médicaux. Concrètement, ce serait quoi comme formation et qu'est-ce qu'on leur demanderait de faire dans un cabinet ? Alors, la formation, ça, je n'ai pas vraiment de données là-dessus. Après, il faut quand même penser que on nous parle de 6 000 assistants en plus. On n'est pas loin de 100 000 généralistes. Donc, on n'est pas encore prêt à faire gagner beaucoup de temps. Il n'y aura pas un assistant médical par médecin, quoi. Ça, c'est clair. Non, ça, c'est une certitude. Après, l'idée de l'assistant, oui, ça, par contre, on le défend, mais le mode de rémunération, pas du tout.
Enfin, c'est pas le même. L'État veut qu'on embauche en restant à des tarifs qui sont bas, sans investir massivement dans la médecine libérale et subventionner sur des durées qui sont toujours à même de changer. C'est le principe des subventions, il n'y a rien de pérenne. Il ne faut pas oublier qu'on gère des entreprises. En fait, nos cabinets médicaux sont des entreprises. Les patients ne rémunèrent pas un médecin uniquement, mais la gestion d'un cabinet dans sa globalité. Donc, moi, très honnêtement, si jamais je ne sais pas où je vais avec des financements publics, je ne vais pas essayer d'embaucher un assistant médical. Je ne vais pas me tirer une balle dans le pied, augmenter ma file active de 10 à 20%, voire plus de patients, pour au bout de 3 ans dire « mais en fait, j'en peux plus, je suis obligée de la licencier ». Enfin, c'est pas du tout pérenne. Donc, notre président prend les choses complètement à l'envers. Par exemple, vous avez aussi toute la partie, on va financer les médecins qui vont prendre plus de patients aux médecins traitants. Alors, c'est bien gentil. Ça, c'est possible quand on n'a pas des patientèles qui débordent. Vous prenez l'Eure-et-Loir, qui est le plus grand désert de France. Ils ont 30%, je crois, l'année prochaine, de patients qui n'auront pas de médecins traitants. Même avec la plus grande volonté du monde, et franchement, ils ont la foi, hein, mais ils sont en train clairement de la perdre, ils ne peuvent pas. Donc, ça veut dire qu'ils vont être pénalisés parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils sont au bout du bout et que leur question aujourd'hui, c'est de savoir s'ils ne vont pas déplaquer et laisser 2000 patients sur le carreau. Déplaquer, ça veut dire quoi? Partir, enlever notre plaque de médecin, s'en aller. Et on est beaucoup à se poser la question. Là, on avait mis notre plaque de médecin en se disant, on est parti pour 30 ans, c'est parti, et franchement, on n'est pas des feignants. Et ben aujourd'hui, on est tous en train de se poser la question de est-ce que je ne vais pas être obligé de l'enlever, cette plaque, dans l'année ou dans les 2 ans qui arrivent. Et on en a bavé pendant nos études. Hein. On s'est impliqué. Enfin, vraiment, on a l'impression que les libéraux, ils foutent rien. Mais on bosse 50 à 60 heures par semaine. On a fait des études très longues, très compliquées. Et aujourd'hui, on nous dit, allez, il va falloir travailler un petit peu plus et voir des nouveaux patients parce que vous n'en faites pas assez. Mais notre président, il est complètement déconnecté du terrain. Jean-Carl Grelier. Je ne sais pas si le président est déconnecté du terrain. Ce qui est une certitude, c'est que la problématique du nombre de médecins va se poser durablement. La suppression du numerus clausus n'a pas en soi tout réglé. C'est une bonne idée, une idée qui va nécessiter du temps. Depuis maintenant 3 rentrées universitaires qu'elle est en place, on a vu croître le nombre d'étudiants en médecine de 2,5%. Alors 2,5% tous les 3 ans, ça ne permettra pas de remplacer à l'échelle de 10 ans le nombre de médecins qui vont continuer à faire valoir tout à fait légitimement leur droit à la retraite. Donc, on va devoir gérer cette situation dans la durée. Le médecin a raison de poser la question de la rémunération de la médecine libérale. C'est une vraie difficulté. Le président de la République a apporté une réponse qui n'est pour l'heure qu'une réponse partielle. Il y a aussi les négociations qui sont en cours avec la Caisse nationale d'assurance maladie. Je crois qu'effectivement, il faut qu'on réfléchisse à la façon dont on peut mieux rémunérer nos médecins libéraux, parce que ce sont eux qui sont aujourd'hui dans la proximité. Vous savez, on accomplirait un vrai progrès si demain on regardait notre système de santé exactement à l'inverse de la façon dont on le regarde aujourd'hui. Si plutôt que de partir d'une offre de soins qui est organisée par l'État avec un hôpital ici, un scanner là, un pharmacien à tel autre endroit, on repartait de la demande en santé des Français, on regarderait notamment les médecins libéraux et l'ensemble des professionnels de santé médicaux, paramédicaux qui exercent sur les territoires de manière différente. Moi, je crois beaucoup à cette réorganisation de notre système de santé à partir des territoires, avec plus de liberté donnée aux professionnels à s'organiser. On a fait ici ou là des CPTS. Sans doute. Qu'est-ce qu'une CPTS d'ailleurs? On peut le rappeler à tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio. Alors, ce sont des coopérations de professionnels territoriales de santé. Ce sont des organisations dont le périmètre est défini par les agences régionales de santé, dont le financement est assuré par l'assurance maladie. Alors, il y a des endroits où ça fonctionne très bien, et puis il y a des endroits où on a de grosses machineries administratives qui ne produisent pas de grands résultats. Là encore, je crois que chaque professionnel, et je parle sous le contrôle du médecin qui est avec nous, chaque professionnel de santé a son propre réseau. Aidons ces professionnels à organiser, à structurer ces réseaux. Moi, je connais pas un médecin généraliste qui travaille pas avec une infirmière libérale, qui travaille pas avec un kiné, qui travaille pas avec un cabinet
de radiologie, avec un laboratoire d'analyse médicale. Donc se serrer les coudes avec les autres professionnels. À organiser ces réseaux, parce que c'est en s'appuyant sur ces compétences des territoires et sur ces intelligences des territoires que demain on sera en capacité à répondre à l'attente des Français. Et je le redis en toute liberté de parole, je crois qu'il y a une vraie problématique aujourd'hui sur la rémunération, notamment des professionnels libéraux, et il faut que ce sujet-là puisse être mis sur la table rapidement. Et on va d'ailleurs terminer là-dessus parce que j'aimerais qu'on avance justement dans le débat. On l'a dit, le président de la République lui-même l'a dit, on est en train de gérer, et pour au moins 10 ans, une pénurie de médecins et même une pénurie d'étudiants médecins, puisqu'on voudrait en recruter beaucoup plus et on n'en recrute que 2,5% de plus qu'auparavant. Comment on fait pour que ça redevienne une vocation et que cette vocation attire les étudiants, Gabrielle Gallet-Voisin? C'est en payant mieux les médecins? Alors, déjà, il y a quelque chose que notre président a oublié. On a 40% des étudiants qui, quand ils vont sortir, ne s'installeront jamais en libéral. Donc, on nous dit qu'il va falloir 10 ans pour trouver les médecins. Non, c'est pas vrai, ils sont là. Quand on en discute avec nos remplaçants, ils n'ont pas envie de s'installer. Mais à juste titre, moi, je me suis installée il y a 6 ans. Aujourd'hui, je serai à leur place. Je ne m'installe pas. Je ne me mets pas dans le rouleau compresseur actuel. Ça veut dire qu'ils font quoi s'ils ne deviennent pas généralistes? Plein de choses, ils restent remplaçants, ils vont sur de la médecine esthétique, ils trouvent des petits postes un petit peu salariés, des temps, ils se préservent ou alors ils font carrément autre chose. Depuis quelques mois, sont même nés sur les réseaux sociaux des divans des reconversions, c'est-à-dire des reconversions de médecins généralistes en se disant je vais même quitter la médecine. Enfin, c'est quand même sévère, on n'a pas fait 10 ans pour quitter la médecine. On le fait et on ne l'envisage que parce que c'est plus supportable. Aujourd'hui, très clairement, les étudiants, quand on les entend, ils ne veulent même pas faire médecine générale. Depuis les dernières annonces, depuis octobre, là où la médecine générale commençait à devenir franchement porteur dans les études médicales, c'est en train de dégringoler complètement. Et donc, c'est quoi? C'est le revenu qu'il faut améliorer? Mais même, c'est ce qui nous attend. Alors, évidemment, le revenu, mais c'est l'autonomie. Aujourd'hui, on nous rajoute des contraintes, on nous rajoute des millefeuilles administratifs. Justement, les CPTS, on n'a pas attendu qu'elles naissent il y a quelques années pour s'organiser. Moi, quand je me suis installée, il n'y en avait pas. Mais mon téléphone, il était plein de téléphones de spécialistes. On appelle directement dans les services, on se crée notre réseau. On n'a pas besoin qu'on mette des centaines de milliers d'euros, voire même des millions d'euros dans les CPTS en France pour s'organiser. En fait, on est en train d'investir dans de l'administratif et pas dans le soin. On a l'impression qu'ils n'ont pas envie de nous faire confiance, soyons clairs. Aujourd'hui, on ne fait pas confiance dans l'entreprise libérale. Il faut qu'on structure ça, enfin ça c'est la vision du président, il faut qu'on structure ça d'un point de vue administratif pour être sûr qu'on fasse le travail. Mais en fait, le travail, on le fait si on a les moyens. Mais aujourd'hui, il faut être clair, je ne peux pas faire plus. Voire même, je suis allée au-delà de mes limites et il va falloir que je rétropédale. Donc, il va falloir en fait à un moment faire confiance aux libéraux. On est là, on veut travailler, on veut soigner nos patients. Mais si on ne nous donne pas les moyens, on va se barrer. Et le message sera passé. Merci à tous les deux d'être intervenus sur Sud Radio, docteur Gabrielle Gallet-Voisin. Je rappelle que vous êtes généraliste dans le Loir-et-Cher, porte-parole du collectif Médecins pour demain. Merci à vous également, Jean-Carl Grelier, député Renaissance de la Sarthe, membre de la Commission des Affaires sociales, et bonne journée à vous également. Vous écoutez Sud Radio, il est 8h55. On reparlera des déserts médicaux. Je crois qu'il n'y a pas un seul département où il n'y ait pas de désert médical, et vous êtes très nombreux à nous écouter un peu partout en France sur Sud Radio. Alors on en reparlera évidemment. Restez